Je vais vous parler dans cette nouvelle causerie du 28 mai 2014 des rapports entre l'astrologie et le langage, mais pas de la façon dont je l'ai fait jusqu'à présent, en allant nettement plus loin dans la réflexion. Je voudrais développer la thèse selon laquelle le langage ne fait sens que par rapport à l'astrologie. C'est une thèse effectivement assez ambitieuse. Je veux dire par là que, initialement, ce que nous appelons le langage, c'est un savoir astrologique. C'est-à-dire que c'est un savoir cyclique. Certains mots correspondent à certaines phases, d'autres mots à d'autres phases. Certains verbes correspondent à une certaine phase, d'autres verbes à une autre phase. Et par conséquent, on peut, en gros, diviser le cœur d'une langue en deux temps, en deux camps. Pour employer le vocabulaire que j'utilise désormais, il y aurait un langage vénusien et un langage martien. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas utiliser, on ne pouvait pas initialement utiliser le langage comme on voulait, comme on le fait aujourd'hui. Enfin, comme on le fait aujourd'hui, théoriquement. En réalité, on ne dit pas non plus n'importe quoi. Mais on ne le fait pas en conscience. Et toute l'astrologie, tout mon travail, c'est de l'ordre de la conscience. Il y a une différence entre une humanité qui est consciente de ce qu'elle fait et une humanité qui n'en est pas consciente. Dans les deux cas, les choses se font, mais quand il y a conscience, elles se font mieux, et elles se font avec moins, surtout, de dérives, moins de corruption, puisque la conscience permet de revenir, de recentrer toujours les choses, et de ne pas dériver, de ne pas dévier. Donc, mes travaux sur la structure sémantique du langage, des signifiants et pas des signifiés, sur le fait que les mots eux-mêmes sont porteurs de sens, par eux-mêmes, par les liaisons qu'ils ont entre eux, par les dérivations, par les suffixations, par les flexions qui s'entretiennent entre eux, par les racines, par les préfixes, etc. Tout cela ne fait sens que par rapport à un système extérieur au langage, en quelque sorte, mais dont le langage est le truchement et le mode d'expression. Je reviens sur la thèse que j'ai déjà développée il y a un certain temps, à savoir que le langage est un savoir, et d'abord un savoir, comme l'astrologie est un savoir au départ. Et ce sont des savoirs qui se sont dévoyés, qui ont perdu leur structure, qui sont au niveau du conscient, en tout cas. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus enseignés tels qu'ils sont réellement. Ils sont vécus plus ou moins comme il convient, mais au niveau de la conscience, il y a une perte, il y a une déperdition de la conscience. Je sais que le mot conscience est actuellement très à la mode, mais justement, il s'agit là de contribuer à cette réflexion sur la conscience. L'astrologie, une fausse astrologie, c'est une astrologie qui n'est pas dans la conscience, qui essaie d'être dans la conscience et qui n'y parvient pas, mais ça n'empêche pas que les choses se passent selon le plan initial. Mais elles se passent mal, elles se passent avec beaucoup de retard, avec beaucoup de souffrance, beaucoup de difficultés, avec beaucoup d'hésitation, de tâtonnement, qui sont le fait de l'absence de la conscience. D'un autre côté, de toute façon, c'est vrai que beaucoup de choses dans ce domaine-là sont de l'ordre de la subconscience. C'est-à-dire que notre rapport au cosmos, il est subconscient. Mais il est subconscient, mais nous pourrions être conscients de cette subconscience. Plutôt, nous pourrions être conscients qu'il y a une subconscience, et nous pourrions être conscients que cette subconscience obéit à un cycle. Même si ce cycle peut être conscient, même si le processus cyclique lui-même se déroule d'une façon subconsciente. Donc, pour nous résumer, nous avons affaire actuellement à une situation complètement décadente sur le plan du savoir. On entend par savoir quelque chose qui est conscientisé. Un savoir qui n'est pas conscientisé, c'est un savoir subconscient. C'est-à-dire un savoir qui existe, mais qui existe avec
énormément de corruption, avec énormément d'interférences de bruit. L'idée que je développe, c'est que initialement, le langage serait une dérivation de l'astrologie, d'une certaine forme d'astrologie. Une certaine forme d'astrologie qui oscillerait de façon cyclique et précise d'une phase à une autre phase. Et donc le langage serait l'expression sémantique de chacune de ces phases. C'est un point que je n'avais jamais développé jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne peut pas comprendre l'origine du langage sans s'y situer dans une cyclicité. Pourquoi? Parce que pour qu'un langage mouvement, c'est-à-dire pour qu'il y ait une raison, pour qu'il y ait une diversité au sein de la langue, il faut qu'il y ait une diversité au sein des phénomènes par lesquels l'humanité passe. Donc, toute forme de diversité implique une cyclicité. Une cyclicité qui a été instaurée et qui implique une alternance, une alternative. Et on sait que la notion d'alternance n'est pas étrangère à notre société, au niveau politique, au niveau des changements de responsables, au niveau des changements de président, etc. Par exemple, l'Union européenne qui change de président tous les 6 mois. Donc, langage et cyclicité. Alors, je ne sais pas si Chomsky, dont j'ai vu récemment, aurait été d'accord avec moi, mais il y a une sémantique du signifiant, plus encore que le signifié, mais enfin le signifié est forcément également partie prenante par rapport des choses. Il y a une sémantique du signifiant. Le signifié est une espèce de palliatif à la désorganisation du signifiant, ou en tout cas à la même prise de perte de conscience du signifiant, qui fait que ça devient une sorte de superstructure, alors qu'en réalité, le signifiant est lui-même tout à fait autosuffisant, je dirais. D'ailleurs, je reviendrai là, enfin, je l'ai déjà parlé 100 fois, mais je veux dire, évidemment que la langue française a gardé une maîtrise du signifiant qu'a perdu la langue anglaise, par le fait justement, par le jeu des emprunts, qui font qu'au niveau des signifiants, on est dans des impasses en permanence, on est dans un labyrinthe. Alors qu'au niveau du signifiant, en français, on a une cohérence interne, inhérente à la langue française. Il suffit de regarder et d'aller vers des mots qui se ressemblent pour comprendre qu'il y a un champ sémantique bien précis qu'on peut palper, qui est bien tangible. Alors, je ne vais pas revenir sur ma classification des langues. J'ai simplement esquissé, il y a déjà quelques temps, mais je n'ai pas développé suffisamment peut-être, mais enfin, c'est d'esquisser. J'ai déjà esquissé l'idée que si l'on prenait par exemple les 20 principales racines de la langue française, il n'y a pas tant de racines que ça. Quand j'entends racines, ce sont des verbes qui ont des dérivations préfixales notamment, et suffixales. C'est-à-dire des racines qui ont une capacité d'expansion assez considérable. Donc, on peut dire qu'on pourrait classer des verbes comme prendre, comme mettre, comme venir, etc., pourraient être associés soit à la tonalité vénusienne, soit à la tonalité martienne, hein, et de même qu'évidemment, les préfixes RE, RE et les préfixes DE sont clairement en phase avec cette problématique, n'est-ce pas? Le RE, tout ce qui commence par re, eh bien c'est vénusien, et tout ce qui est D, 2, 2, 10, 10, etc., c'est 10 DIS, c'est évidemment martien. Et donc déjà, rien qu'à ce niveau-là, au niveau préfixal, on a déjà cette dualité. Mais cette dualité ne fait sens que par référence, déjà à un vécu cyclique qui est réel, et d'autre part, par rapport à un savoir cyclique qui, effectivement, devrait également être conscientisé. Et c'est là, je crois, qu'on ouvre une nouvelle voie à la recherche linguistique, tant au niveau de la morphosémantique que cette morphosémantique, qu'au niveau d'une cyclicité qui sous-tendrait cette morphosémantique.
c'est intéressant parce qu'il y a toujours quelque part des réminiscences, même quand on est un petit peu décalé au niveau de la conscience, il y a toujours des réminiscences parce que quelque part il y a un soubassement qui émerge, qui peut toujours se manifester. Il est certain que l'astrologue, dans sa pratique, articule l'astrologie et le langage. Quand il s'exprime avec son client, quand il parle dans une certaine langue, il emploie une langue qui elle-même est codifiée quelque part par rapport à l'astrologie. Il n'en est pas forcément conscient, il n'en est même pas du tout conscient. Mais en fin de compte, quelque part, quand il parle, il ne sort pas de l'astrologie. Contrairement à ce que j'ai pu dire à un certain moment, en réalité, le langage est bel et bien une expression tout à fait logique du système astrologique. Si l'on admet que le langage est formaté par rapport à l'astrologie, au départ. Donc nous avons une espèce de situation assez ambiguë aujourd'hui, qui brouille les pistes forcément, et qui veut que nous ayons deux structures qui sont toutes les deux dérégulées. L'astrologie est déréglée, elle n'est plus consciente de ses propres cycles, de ses vrais cycles. Il y en a d'autres qui se sont rajoutés et qui viennent parasiter les vrais cycles. Et le langage lui-même est aussi dérégulé parce que, effectivement, la morphosémantique est quand même quelque chose de très marginalisé et on associe de manière un petit peu comme ça, approximative, le langage des signifiants avec des structures psychosociologiques, cycliques, etc. Mais il y a quand même un résidu de quelque chose de signifiant, d'intéressant, qui est que quand je parle, je ne dis pas n'importe quoi, j'emploie les mots, j'use des mots qui correspondent à la phase dans laquelle je suis. Ça peut paraître une banalité à un certain niveau, que l'on dise ce qu'on a à dire, mais en réalité, ce qu'on a à dire est lui-même issu d'une programmation cyclique. C'est moins évident pour tout le monde. Donc notre programmation cyclique nous conduit à dire les choses d'une certaine façon, à employer certains mots et pas d'autres, et à condition qu'on ait d'abord une cyclicité qui soit restaurée dans sa cohérence, ce qui n'est pas le cas en astrologie actuellement, sauf dans le cas de mes travaux, et à condition qu'on ait également une remise en évidence des structures des langues, et notamment de la langue française, pour ne pas, puisque cette langue est quand même une langue pilote quelque part, qui a gardé un certain nombre de ses vertus, que n'ont pas conservé d'autres langues. Donc on a quand même un chantier qui est tout à fait intéressant, qui est le chantier de ce qu'on pourrait appeler une linguistique cyclique, qui, à mon avis, devrait être un des thèmes majeurs de la linguistique du XXIe siècle, qui ne saurait, qui en fin de compte, et ça c'est très important, l'avenir de la linguistique passe par la cyclicité, passe donc par une certaine forme d'astrologie. Donc il y a une alliance entre l'astrologie et la cyclicité qui est de facto observable à un niveau apparemment anecdotique, qui est tout simplement celui de la consultation astrologique de l'astrologue qui parle au nom de ce qu'il voit dans le ciel ou de ce qui ressort de ses calculs astronomico-mathématiques et qui va traduire cela dans un vocabulaire qui est celui de la langue véhiculaire du pays où il se trouve, et de son interlocuteur en tout cas, et cette traduction ne fera qu'illustrer justement ce lien entre le cycle et le langage utilisé, et les mots utilisés, et les racines utilisées, et les préfixes utilisés. Donc c'est important de le dire, car cela ouvre des horizons intéressants, et surtout ce qui est amusant, c'est que moi-même qui travaille dans des directions très différentes, je m'aperçois que mes recherches linguistiques, mes recherches sur le masculin et féminin, mes recherches cycliques, en fin de compte, convergent vers une seule et même problématique. Ces trois champs qui initialement étaient séparés quelque part,
mais qui avançaient en parallèle, sont, en fin de compte, se fécondent mutuellement.